Focus, l'actualité autrement sur RCF en Franche-Comté. Et bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Focus. Aujourd'hui on éteint les soucis et on branche son sourire. On va parler d'humour en Franche-Comté. Des anecdotes, des lieux de spectacle, des événements humoristiques à ne pas manquer dans notre belle région. Et pour m'accompagner dans cette émission, je reçois en studio plusieurs invités. Edith Holtzamer, la directrice de la Comédie de Besançon. Lola Semonin, alias la Madeleine Proust, que vous connaissez tous, j'en suis certaine. Amida Sella, le directeur d'Engie Productions du Cénacle et qui organise aussi, entre autres, le festival Drôlement Bien à Besançon. Et puis j'aurai par téléphone Nathan Amidou, un humoriste originaire du Jura qui vit maintenant sur Angers. Voilà, les présentations sont faites. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous. Focus, l'actualité autrement, un magazine présenté par Chloé Vernet. Et pour ouvrir cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Louis Arbet pour un peu d'histoire. Bonjour, pour entrer dans la thématique du jour, je vous propose un rapide retour historique et étymologique sur les mots humour et humoriste. Dans la langue française, le mot humour est attesté dès 1725. Il a été emprunté à l'anglais humor, lui-même issu de l'ancien français humeur. L'anglais humor a repris au français le sens de disposition à la gaieté, alors que le mot français humeur n'a conservé que le sens de disposition à l'irritation, tout à fait à l'opposé. En anglais, le sens du mot a évolué et durant le XVIIIe siècle, il désigne la faculté de présenter la réalité de manière plaisante, insolite ou absurde, avec une attitude détachée. Par exemple, le fameux « nonsense » des Monty Python, empreint de flegme. En français, humour a d'abord eu un sens proche d'esprit, comme avoir de l'esprit. Le lexicologue Littré, au XIXe siècle, définit encore le mot par gaieté d'imagination, verve comique. Le sens propre de l'anglais est adopté en France dès la fin du XIXe siècle, mais cette notion est considérée comme une spécialité anglaise, notamment dans le syntagme humour anglais. Humoriste, lui, est un mot beaucoup plus autonome, si je puis dire. C'est d'abord un emprunt dès 1578 à l'italien humorista, signifiant capricieux, fantasque. Employé comme nom, il signifie d'abord personne de caractère difficile, d'humour fâcheuse. Nous retrouvons là la même origine que le mot français « humeur ». C'est entre la fin du XVIe siècle et la fin du XVIIIe siècle qu'il prend progressivement le sens de personne facétieuse, enjouée, en tant qu'adjectif. Le français « humoriste » en tant que substantif, en tant que nom, apparaît à partir de 1831 et sera désormais rattaché à « humour », tout en étant, semble-t-il, détaché de son origine britannique. D'autre part, pour prolonger cette courte réflexion, je ne résiste pas à vous livrer quelques souvenirs personnels concernant les humoristes qui ont bercé ou enchanté mon parcours de vie d'enfant, d'adolescent et de jeune adulte. Bien entendu, beaucoup d'entre eux sont tombés dans l'oubli, mais je reste persuadé que pour un certain nombre d'entre vous, cela réactivera une partie de cette mémoire de la bonne humeur à travers les noms que je vous partage maintenant dans le désordre et avec le sourire. Raymond DeVos, Fernand Reynaud, Francis Blanche et Pierre Dac, Pierre Rep, Jean Poiret et Michel Serrault, Bourvil, Henri Salvador, Robert Lamoureux, Jean Richard, Jean-Yann, Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, Guy Bedos, la liste n'est pas exhaustive. Ces humoristes ont occupé les plateaux de télévision de l'ORTF de mon enfance. Et voilà que je quitte cette chronique avec un brin de nostalgie. La thématique qu'a choisie Chloé m'a permis de replonger dans ces doux souvenirs. J'ai très envie de réécouter certains de leurs sketchs. Je vous retrouve bientôt. En attendant, prenez bien soin de vous et de votre prochain. Merci beaucoup Jean-Louis pour cette chronique. Alors je l'avoue, on n'est pas de la même génération, donc je ne connais pas tous les noms cités, mais j'ai le plaisir d'être avec un personnage qui a marqué plusieurs générations, c'est la Madeleine Proust. Bonjour Lola. Bonjour. Vous êtes une voix bien connue, un personnage qu'on aime tous, la Madeleine Proust, une grand-mère du Haut-Doubs, que l'on retrouve sur scène notamment dans sa cuisine en Formica. Vous avez joué ce personnage pendant plus de 30 ans et vous avez passé le relais à une autre comédienne, on va en reparler dans cette émission. Mais d'abord, est-ce que vous pourriez quand même revenir au début de l'histoire et nous expliquer comment tout a commencé? Bah justement, par rapport à la chronique, moi je me définissais pas du tout comme une humoriste, parce que déjà j'ai fait un travail d'ethnologie auprès des femmes de paysans. Je sais pas, ce qui m'animait,
de vouloir ainsi défendre le milieu paysan, moi qui n'étais pas du tout de ce milieu. Mais c'est quand j'ai été instite dans un petit village du Haut-Doubs que j'ai rencontré Gérard Boule du Chaumont, qui a été mon compagnon pendant 10 ans, qui m'a entraînée au conservatoire, qui m'a donné confiance. Et il y a eu la connexion entre lui, le conservatoire, et tous ses parents d'élèves dans la classe unique des Arts, qui étaient tous paysans. Et comme je faisais beaucoup de réunions pour expliquer ma pédagogie Freinet, eux venaient bien sûr aux réunions, mais ce qu'ils avaient envie, c'était de discuter entre eux. Oh, puis il est mort. Ah bon, ben, je l'ai pas vu dans les boîtes. Oh, vous viendrez voir ma nouvelle cuisine incarcérée. Et puis que ça commençait de me faire rire, de prendre des notes. Et en fait, au conservatoire, j'avais déjà 28 ans. J'avais eu la chance qu'il n'y avait pas de limite d'âge, comme à Paris, par exemple. Et je pense que j'avais un tel besoin d'être reconnue que mon seul désir, c'était d'être toute seule sur scène. Pas de jouer avec une troupe ou avec d'autres gens. Donc j'ai cherché un personnage, et puis en fait, il était là sous mes yeux. Il s'est imposé à vous, ce personnage? Un jour où j'allais chez une paysanne chercher une salade, et ce jour-là, elle avait les larmes aux yeux. C'était plus celle qui me racontait les histoires quand ils étaient petits, quand ils allaient à l'école, qui faisaient 4 kilomètres à pied dans la neige. Elle avait les larmes aux yeux, et j'ai l'impression que j'ai rencontré une âme. J'ai l'impression que j'ai rencontré l'âme, la femme archaïque, la femme qui est au fond de nous, et que j'ai eu besoin de parler de ces femmes, de cet héritage, de ces femmes fortes, courageuses, celles qui étaient mises à l'écart par les hommes et qui pourtant étaient le tremplin des hommes, ces femmes qui donnaient la vie entre la traite et la soupe. Et je suis rentrée, j'ai dit à Gérard, ah j'ai trouvé, je vais faire une paysanne avec l'accent et tout, et il m'a dit, ah faut l'appeler Madeleine Proust. Il faut que le spectateur, il aille dans ses souvenirs. Il faut que tu réveilles la mémoire. Que ça active cette part de nostalgie. Voilà, puis surtout, ouvre cette mémoire, quoi. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé. Là, j'ai commencé d'aller les voir. Je leur dis, ah, je veux créer un personnage comme vous. Ah, mais il nous n'intéresse personne. C'est vrai qu'en plus, dans les années 80, les paysans, ils étaient vraiment méprisés. Enfin, je dis pas qu'ils y sont moins aujourd'hui, mais on n'en parlait pas. Oh, ben, on n'intéresse personne. Je dis, si, moi vous m'intéressez. Alors racontez-moi à nouveau quand vous étiez petite, quand vous travailliez à la ferme, quand vous occupiez des enfants. Et j'ai pris des notes et j'ai travaillé le corps. Donc j'ai fait un vrai travail d'acteur. Ce corps de ces femmes avec cette poitrine rentrée, ce cou en avant, les mains qui travaillent toutes seules. Et le dos, la force de la religion catholique qui était très très présente. Et puis ce texte que j'ai travaillé comme un puzzle, avec ces thèmes qui reviennent tout le temps. Et puis ça a démarré très très vite, puisque j'ai commencé à Morteau. Il y a un coiffeur de Morteau originaire de Montpellier, parce que c'est vrai que c'est toujours les gens qui viennent d'ailleurs qui sont les meilleurs défenseurs d'une région. Et il a appelé Europe 1. J'ai été invitée à Europe 1 tout de suite. Il y avait très peu d'humoristes, à part De Vos, Bedos, Coluche. Les producteurs s'intéressaient absolument pas à l'humour. Ils étaient dans des petits cafés-théâtres. Et là, Drucker m'a entendu. Et 6 mois après, je passais à Champs-Élysées. Il y avait 22 millions de spectateurs. Ça a démarré comme un TGV. Mais ça allait très vite. Vous vous attendiez à ça? Ou ça a été une vraie surprise? À l'époque, on pensait pas carrière. Ouais. Nous, ce qu'on pensait, c'était kiffer, créer quelque chose. Je pensais même à faire d'autres métiers, à être attachée de presse, parce que Gérard était dans la musique, j'avais envie de le défendre. Donc, non, on vivait l'instant présent. Non, moi, j'étais même pas prête du tout à ce qui allait m'arriver. Aller à Paris, vivre à Paris, jouer dans des théâtres pendant des centaines de fois. Non, j'avais pas de plan de carrière, quoi.
Et ça a été compliqué d'exporter le spectacle. Vous avez tout de suite été bien accueilli à Paris, par exemple, parce que c'est vrai qu'en Franche-Comté, on a des mimiques, un accent, mais les gens d'ailleurs, si je peux le dire comme ça, ont tout de suite compris ce personnage. Oui, parce que moi, je savais depuis le début que c'était le rôle qui était le plus important, bien plus que l'accent, bien plus que tout le travail linguistique que j'ai fait sur les mots régionaux. C'était le rôle et qu'il était universel, ça je le sentais. Et le coiffeur de Morteau qui venait de Montpellier, il l'avait bien senti aussi. Donc moi, ça m'a jamais posé un problème. Et après, je suis arrivée à Paris au Bluff. Avec le peu d'économie que j'avais, je suis allée, aucun directeur de théâtre me répondait, j'écrivais, je relançais, il n'y avait rien. Et Gérard, à ce moment-là, on s'était séparés, il habitait à Paris, il m'a dit, va voir au Desjazets, c'est les Anards qui tiennent ce théâtre, ils sont cool et tout. Et j'y suis allée, et j'ai raconté mon histoire à 2 balayeurs habillés en noir sur la scène, 2 régisseurs qui balayaient la scène. Et j'ai tout raconté, comme je vous le raconte là. Et puis j'ai dit, voilà, je voudrais voir le directeur. Et il m'a dit, ben, c'est moi le directeur. Mais nous, on est des anards, alors travail égal à salaire égal. Et ça me plaît que tu aies raconté ton histoire à des balayeurs. Et il m'a dit, oui, on va te trouver de la place, quoi. Bon, c'est finalement ce qui vous a ouvert les portes, c'était en pas fait. gratuit, oui, c'était au Desjazets, ça a été extraordinaire. L'aventure qui est arrivée à ce moment-là, oui. Et donc, vous avez joué pendant plus de 30 ans. Le personnage, il a évolué, il s'est adapté à son époque aussi. Donc, après chaque spectacle, moi, je voulais arrêter. Pourquoi? Parce que je voulais passer à autre chose. Ouais. Mais c'est toujours l'écriture qui m'a ramené à écrire un nouveau spectacle. Et ça fait qu'après le spectacle avec les poules, les 4 saisons, là, ça y est, pour moi, c'était fini. Mais là, j'ai eu une aventure qui m'a fait emmener en Inde, qui m'a amené en Inde. Et quand j'étais en Inde, pendant 5 mois avec mon sac à dos, je me disais quand même, la Madeleine, je peux pas la laisser comme ça devant sa ferme, il faut que je l'emmène voyager. Et à nouveau, cette idée-là m'a amené à l'écriture. Et l'écriture me ramenait à nouveau à jouer pendant 5 ans, 6 ans. Voilà. Et après le spectacle, la Madeleine Proust fait le tour du monde. Ça y est, c'était fini. On me voyait même envoyer un baiser à une autre Madeleine, qui était Corinne Lordier d'ailleurs, à qui j'ai passé la main. Voilà, on va en reparler. Et là, c'était terminé. Et après m'est arrivée une aventure avec un petit rebeu de Besançon qui me dit « T'es la Madeleine, toi ?» Et moi, je m'entends lui dire « Comment tu me connais ?» Et tout d'un coup, je suis hyper choquée parce que s'il avait été blanc, à Besançon, j'aurais jamais dit « Comment tu me connais ?» Et je me dis « C'est dingue, c'est a priori. » Et lui, il me regarde puis il me fait « Bah quand même, t'es nos racines. » Et vlan, il m'envoie ça et ça me transperce. Et je me dis, il faut en faire quelque chose de ça. Donc je refais un nouveau spectacle où la Madeleine va rencontrer un petit Kamel de 12 ans qui est en famille d'accueil à Morteau. J'étais allée habiter à Marseille, j'avais rencontré des petits mômes de banlieue. Et je voulais vraiment parler de ce problème qui est d'ailleurs toujours le même aujourd'hui, de cette discrimination. Et ce spectacle, c'est celui qui a le plus ému les gens. Le plus touchant. Il n'avait pas de décor, mais il allait droit au cœur des gens, oui. Oui, parce qu'en fait, vous aviez envie de casser ces préjugés, parce que même vous avez été surprise de vous rendre compte que vous touchiez vraiment tous les publics, tous les francs-comtois. Oui, exactement. Oui, exactement. Ouais. Et puis ces jugements qu'on a trop souvent, qui surgissent en nous, malgré nous, en fait. Voilà, et là donc, ça y est, après le petit Kamel, terminé. Et là, il y a Gérard qui me dit, mais attends, ça va faire 35 ans de scène, ça se fait, ça. Et je me suis dit, je vais reprendre le décor de la cuisine et je vais retourner jouer dans les villages et faire mes adieux à la scène. Un retour aux sources pour terminer. Voilà. Et donc ça a été la dernière tournée en 2018 ? Oui, ça a duré au moins 6 ans. Et ça s'est terminé à l'Olympia et à Morteau en 2018, oui. Donc un très beau final pour vous, mais qui aujourd'hui se poursuit. Alors à vos côtés, il y a Hamid Assela. Bonjour Hamid. Bonjour. Donc vous connaissez tous les deux, parce que vous êtes producteur de spectacles et donc vous produisez la Madeleine Proust, c'est ça ? Exactement, depuis cette année, j'ai eu le plaisir de rencontrer Lola qui a été déterminante dans ma carrière professionnelle, puisque quand j'ai monté mon entreprise, elle m'a fait confiance. J'avais monté un plateau du rire, l'un des premiers gros projets que j'avais monté. Et il me fallait un artiste phare, un artiste connu qui était capable de remplir une salle. Et je me suis tourné naturellement vers la Madeleine Proust, mais tout en me disant que je n'aurais pas les moyens financiers de la payer.
Et elle m'a dit, tu as combien? Je vais balancer un prix comme ça qui est totalement ridicule par rapport à ce qu'elle valait. Et elle m'a dit, ok, je marche, je te fais confiance et on y va. Ce qui m'a permis de remplir une salle et donc financièrement, ce qui m'a permis de lancer quelque part mon entreprise. Donc je lui suis totalement, éternellement reconnaissant. Et mais t'étais hyper jeune en plus. Oui, j'avais 24 ans. Oui, puis j'écrivais le spectacle avec Kamel, donc en plus, comme tu avais vécu à Planoise. Non, à Dole, dans un quartier. Ah oui, à Dole, dans un quartier. Donc je l'ai pas mal aidé sur l'écriture pour que les textes soient plus en phase avec les expressions des jeunes aujourd'hui. Donc il y a une collaboration entre vous deux. Absolument. Hamid, il est dans mon cœur éternellement, quoi. Ouais. Alors c'est vrai, voilà, vous vous êtes tournée vers la Madeleine Proust parce qu'on la connaît bien en Franche-Comté. Alors je me tourne vers Edith Holzheimer, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes la directrice de la comédie, vous aussi, la Madeleine Proust, ça vous parle? Oui, tout à fait, oui. Aussi parfois, Lola, je vous vois dans des séries, hein. Vous faites aussi un peu de cinéma. Oui, je vous ai vu trop. Mais... Et je regarde, je me dis, c'est elle, et je tape. Et je vois. C'était dans Alex Hugo, là, je faisais une aveugle. Oui, voilà. En Madeleine. Exactement. Ouais. Et on entend sa voix aussi dans un spectacle de la spectacle joué à la comédie. Oui, elle introduit le spectacle, c'est La petite histoire de la médecine avec Hervé Laplante, et on entend la voix de Lola, de la Madeleine Proust au début. Ouais. Voilà, donc on vous entend beaucoup. Et puis là, il y a une nouvelle, vous en avez parlé, de Corinne Lordier. Aujourd'hui, c'est la nouvelle Madeleine Proust, vous avez passé le relais. À quel moment vous vous êtes dit, la Madeleine Proust, finalement, je peux transmettre ce personnage à une autre comédienne? Déjà, par rapport à mon âge, je pense que quand on a autour des 70, moi, je me mets à comprendre que dans la vie, ce qui est important, si on a quelque chose de bon, c'est de le transmettre. Et puis, je voyais Connie, donc, avait joué dans le Tour du Monde. Je la voyais dans les manifs. Puis, elle me disait, oh, qu'est-ce que j'ai aimé faire la Madeleine. Alors, il y avait cette demande et puis il y avait cette idée de transmettre. Et puis, j'ai arrêté la Madeleine pour l'écriture. Puisque j'ai écrit cette saga. Mais vous avez écrit 3 livres. Hein. De 4 romans. 4 romans, pardon. La Madeleine Proust, une vie, plus Le Cri du Milan, plus Aurore et Samir récemment. Et là, d'ailleurs, j'ai écrit le roman de Petit Kamel. Kamel qui arrive du 9-3 au 2-5. Ouais. Et donc, oui, moi, j'avais très, très envie de l'écriture. Et puis, ça a fait une connexion. Je me suis dit... je vais lui écrire un spectacle. Et comme pendant le confinement, j'avais pris énormément de notes parce que je faisais des vidéos pour les corps de métier qui me réclamaient, les pompiers, les aides à domicile, les infirmières, la Madeleine Proust nous manque, donc je faisais des vidéos. Et puis quand je dédicassais mes livres, le public me disait, on aime vos livres. C'est vrai que dans mes romans, on pleure, on rit, c'est très vivant. Mais il me disait... Ce qui nous manque, c'est de rire dans une salle. Vous qui produisez des spectacles d'humour à la comédie... Ça n'a rien à voir, le spectacle vivant, c'est autre chose. Voilà, c'est rire dans une salle. Ouais. Et là, tout ça a connecté. Et j'ai dit à Connie, est-ce que tu veux... Je suis prête pour te transmettre. Et on continue de m'appeler la vraie. Hein. Dans la rue, il y en a qui disent « Attends, regarde, c'est la vraie ». C'est la question qui vient. Donc ce spectacle, c'est La Madeleine passe le relais, qui est donc produit par NG Productions. Est-ce que le public répond présent? Parce que pour beaucoup, la Madeleine Proust, c'est Lola Semonin. Est-ce que ça marche quand même? Alors ça marche très bien d'ailleurs, parce que... attends, excuse-moi, j'ai 30 000 idées qui arrivent. Déjà parce que Hamid a trouvé une idée géniale. C'est que dès qu'elle arrive sur scène, il y a une façon qu'elle est amenée qui fait que déjà, on l'adopte. C'est obligé. Ensuite, c'est une grosse travailleuse. Elle a fait le même travail que moi, en linguistique, avec l'accent, mais avec la musicalité, parce que on croit que c'est que l'accent, mais c'est « Oh, Marie-Edouard, ben où il va, lui ?» C'est cette musique-là qu'il faut... comprendre et puis pouvoir la gestuelle aussi, la gestuelle sur scène, elle bouge beaucoup. Après, il y a le travail du corps. Donc, elle a fait aussi ce travail. Elle a un grand corps. Donc, c'était encore un autre travail. Après, c'est ce qu'elle allait apporter, elle. Et moi,
je vais dédicacer avant et après le spectacle. Et le public me dit en sortant, la relève est assurée, la relève est assurée. Oui. Donc elle incarne est adoptée. Vraiment et puis ce nouveau après, c'est mon personnage. écriture, c'est Ouais. mon texte. Donc on retrouve votre Donc, patte. On retrouve, voilà, c'est ma mise en scène. Voilà, puis elle, voilà, qui fait ce travail formidable. Alors il y a des dates qui arrivent, il y en a une d'ailleurs, c'est dimanche à Villers-le-Lac, et là vous faites un beau cadeau aux auditeurs, puisqu'en préparant cette émission, vous avez décidé d'offrir des places. Donc là c'est le moment de jouer pour tous les auditeurs qui nous écoutent, qui connaissent, qui adorent la Madeleine Proust, les auditeurs qui sont du côté de Villers-le-Lac, 2 fois 2 places, donc 2 gagnants, 2 fois 2 places, c'est au 03 81 82 38 38. Soyez les premiers à appeler, et puis les 2 premiers à appeler tout simplement remporteront leur place pour ce dimanche. Je redonne une deuxième fois le numéro. C'est le 03 81 82 38 38. Voilà, merci beaucoup pour ce cadeau. Il y a d'autres dates rapidement à annoncer peut-être? L'année prochaine, il y aura Pontarlier fin février, il y aura Besançon, il y aura Dole, et puis des petits villages aussi qui prennent le spectacle par des associations qui sont vraiment le tissu de notre pays. Toutes ces associations qui amènent de la culture dans les villages. Oui, c'est ça qui est beau aussi, c'est d'avoir l'accès à la culture même en milieu rural. Alors on va marquer une rapide pause musicale. Lola Sémolin, c'est le Tchèque-Meu. Rapidement, vous pouvez nous raconter l'histoire? Il y avait déjà ce rap au départ qui avait été écrit avec Aldebert, qu'on a transformé avec Gérard Boule du Chaumont, donc toujours mon grand complice. Et là, il en a fait un clip. Et donc ce titre qu'il a mis en musique. Et qu'on écoute tout de suite. Wesh Madeleine, balance ton check-me. Check-me, 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 le check-me. Salut, ça va pitois? Ça va pitois ou bien? Salut, ça va pitois? Ça va pitois ou bien? Salut, ça va pitois? Ça va pitois ou bien? check-me, check-me, check-me. Madeleine représente le 2-5. Wesh, wesh. Allez, la famille, la famille. Bienvenue dans la cité du comté du vin blanc. Ici, tout le monde a le droit de citer, qu'on soit jaune, black, peur ou blanc. Le lion, c'est notre mascotte, car la comté, c'est l'avenir. Pour faire une bonne corpoyote, il faut du béton qui déchire. Que tu viennes du Jura ou du territoire de Belfort, que tu manges ou non du porc, gloire à celui qui percera le secret de la saucisse de ton mort. Si tu l'appliques, t'es mort. Check-me, check-me, Le check-me. Salut, ça va pitois? Ça va pitois ou bien? Salut, ça va pitois? Voilà le check-me de la Madeleine Proust, puisque nous sommes dans Focus, une émission consacrée aujourd'hui à l'humour en Franche-Comté. Et il y a un lieu qui a ouvert ses portes en 2022 dans le centre-ville de Besançon, c'est la Comédie de Besançon. Edith Holzhammer, vous êtes la directrice, bonjour. Bonjour. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter cet endroit qui est atypique dans un caveau? Oui, c'est un caveau du XIIIe siècle. La Drac a fait des fouilles, ils sont arrivés jusqu'au XIIIe siècle. Effectivement, on a ouvert en 2022 et c'est dédié... Alors, on peut appeler ça un café-théâtre. Souvent, on pense café-théâtre, un endroit où on peut boire et manger, mais pas forcément. C'est un lieu où on voit des pièces de boulevard et des pièces de comédie. Vous verrez a priori jamais un drame, une comédie-drame, enfin un drame à la comédie. On y va pour rire. Voilà, pour rire ou pour les petits, les enfants. On fait des spectacles pour les petits jusqu'à 5 ans le matin et de 5 à 11 ans l'après-midi. Et le soir, des comédies adultes. Voilà. En quoi consiste votre rôle? Ce que vous nous disiez, vous êtes la directrice, aussi la régisseuse, vous faites beaucoup de choses. Je suis concierge aussi, enfin je fais un peu tout. Je fais tout, je suis la scène permanente. Donc on joue du jeudi au dimanche. Le lundi et le mardi, on a des cours de théâtre qu'on a doublés cette année parce que l'année passée, les cours ont été complets et les personnes sont revenues, mais on a eu d'autres demandes, donc on a tout doublé le lundi et mardi. Ce sont les cours le soir. Et à partir du mercredi, c'est une date un peu disponible pour les gens qui veulent venir jouer en coproduction, voilà. Et nous, on joue du jeudi au dimanche soir, voilà. Et ça change toutes les semaines. Ce que vous voyez actuellement, le Pacte des cons, bon, ils sont arrivés hier, ils ont joué, on joue tout à l'heure, demain les enfants, ils jouent jusqu'à dimanche soir, et la semaine prochaine, ça change de pièce. Ça sera un autre spectacle. Voilà. Et comment vous choisissez alors les spectacles qui se produisent?
Alors, c'est une sorte de réseau qui existe depuis une quinzaine d'années, où la personne qui a créé la première comédie, un théâtre qui s'appelait La Comédie, c'était les Flibustiers à Aix-en-Provence, a écrit, met en scène des pièces et les achète des théâtres dans des lieux. Il crée des théâtres, des comédies. Alors, on a plein de villes, il y a Brest, il y a Toulouse, il y a Metz, il y a 10 théâtres comme ça. Nous, on est le petit dernier à Besançon, le petit dernier actuellement, il y en aura d'autres. Et donc, ces pièces tournent dans tous nos théâtres. Donc, chaque pièce a environ une équipe. 6 ou 7 équipes. C'est-à-dire les comédiens jouent, on a 6 comédiens pour une pièce de 2, qui jouent dans tous nos théâtres et ils tournent comme ça. Voilà, c'est grosso modo comme ça que ça se passe. Comme ça que ça fonctionne. Souvent, les comédiens des adultes sont aussi ceux qui font nos pièces enfants. Ils arrivent à Besançon, on a un appartement, on a joué un appartement juste au-dessus du théâtre. Donc, ils restent du jeudi au dimanche et puis après, ils partent à Metz et ensuite à Brest, à Toulouse et voilà, comme le ça sans arrêt. Tourne. Voilà, je synthétise un peu, mais c'est pour expliquer le fonctionnement. Il y a quand même des spectacles qui ont été créés spécialement pour la comédie. Je pense à Victor Hugo, 1802. Oui, c'est Vivien qui, c'est lui qui fait les cours. A créé effectivement ce spectacle. Oui, uniquement pour Besançon. Voilà, parce que c'est un spectacle qui retrace la vie de Victor Hugo d'une manière décalée. Je l'ai vu, j'y suis allée, un très très bon spectacle vraiment que je conseille. Et donc là, je me suis fait la réflexion, ça c'est vraiment, pour le coup, c'est propice, c'est typique pour la comédie. Oui, c'est idéal. On a même un partenariat avec la maison Victor Hugo. Les gens qui viennent voir le spectacle peuvent aller ensuite visiter la maison. Et oui, c'est typique. Et d'ailleurs, on est ouvert aussi à l'écriture d'autres spectacles sur la région ou sur Besançon. Oui, j'avais reçu pour une autre émission l'humoriste Mickey Mitch et il m'avait parlé de vous. Donc, est-ce qu'il y a un spectacle spécial sur la Franche-Comté qui se prépare? Non, pas pour l'instant. C'est dans les tuyaux, mais pour l'instant non. C'est dans les tuyaux, voilà. Voilà, donc peut-être... ils savent, Mitch souhaitait, Vivien aussi, ils réfléchissent et oui, c'est l'idée. Ça marche. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de spectacles, c'est un lieu qui manquait, moi je trouve, à Besançon, ce genre de théâtre. Vous avez ouvert en novembre 2022 précisément, comment... C'est très en retard, parce qu'il y a eu le Covid, il y a eu ces monuments historiques, donc dès qu'on plante un clou, c'est très compliqué. Donc voilà, on devait ouvrir bien avant. Mais par contre, l'idée, après le Covid, les gens avaient envie de rire, donc tout de suite, ça a démarré à fond les manettes. Tout de suite. C'est la question que j'allais vous poser, le public répond présent. Oui, vraiment, oui. Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'il y avait des comédies. Amit fait des comédies dans d'autres lieux. Mais là, on sait que toutes les semaines, il y a une comédie différente et il n'y a que ça. Donc, c'est un lieu... voilà. Alors, moi, j'y croyais. J'ai démissionné de mon ancien poste pour prendre ce poste-là. Et j'ai des amis, après, qui m'ont dit, oh là là, on a eu peur. On s'est dit, bon... Et en fait, non, ça va bien. À tel point qu'on décentralise, on joue hors les murs, on joue à Belfort, on joue à Pontarlier désormais, surtout en période de Noël. Nos spectacles enfants partent dans les écoles de la région. On fait beaucoup de casting aussi pour avoir parfois aussi un petit cheptel de comédiens locaux pour nos... Donc ça va, ça évolue. Et le public, il est très large ou il y a un profil type? Non. Ouais. Franchement, au début, parce que mes parents, moi j'habitais rue Granvelle quand j'étais petite, et mes parents étaient abonnés au Gala Carstanti, donc on allait parfois. Et c'était vraiment des cheveux blancs. Et là, je me suis dit, ça va être un peu ça, mais pas du tout, pas du tout. C'est même parfois très jeune, 20 ans, vraiment très jeune. Le mercredi, on fait aussi une sorte de tremplin, ça s'appelle le Comedy Show, tous les derniers mercredis du mois. Là, c'est souvent les étudiants du Crous qui viennent. Non, il n'y a pas tellement de profil type. Si vous deviez... Pardon, et je ne sais pas, peut-être Amine aura aussi une idée là-dessus. Je trouve que l'humour est redevenu un peu à la mode. Avant, ça faisait un peu ringard d'aller voir, je ne sais pas, on ne le disait pas trop qu'on allait voir une pièce comique. Mais là, je crois que c'est fini, ça, pas du tout. Je ne sais pas ce que tu en penses. Vous l'avez vu, ce boom de l'humour Oui, c'est avec l'avènement des réseaux sociaux. Tout le monde s'est improvisé humoriste sur les réseaux sociaux. Il y a eu une autre explosion pendant le Covid où des artistes ont émergé en balançant des vidéos. Et l'explosion aussi des comédie clubs à Paris qui font qu'aujourd'hui, c'est un style qui est très apprécié en France, et puis compte tenu du contexte général depuis quelques années,
les gens ont vraiment envie de rire, quoi. Je veux dire, on travaille très dur, le soir on veut se détendre et rien de mieux que d'aller voir un spectacle d'humour, quoi. Oui, c'est vrai que finalement, quand l'actualité est très lourde, eh ben, on a besoin des fois de s'aérer un petit peu l'esprit. Ça. Moi, donc vous avez vu, moi, quand je remonte de la régie, je suis au petit comptoir et je vois donc tout le public qui remonte et avec la banane et qui sourit et les gens sont super contents. Donc finalement, c'est le plus beau cadeau, ça. Voilà. Ouais. Si vous deviez là nous conseiller un spectacle, je ferais ça. C'est trop dur parce que c'est pas sympa pour les autres. C'est vrai. Non, vrai. Franchement, ils sont tous bien. Oui. Après, voilà, chacun, voilà. Et puis on peut faire un cadeau de Noël, hein. C'est aussi l'occasion, c'est ça. On peut acheter sur Internet. Oui, il y a des bons cadeaux. Des bons cadeaux. Oui, il y a plein de bons cadeaux. En ce moment, d'ailleurs, c'est exactement ce qui se passe. Des cadeaux de Noël, des places, oui, tout à fait. Vous allez sur notre site comédiedebesançon.fr, il y a un truc spécial bon cadeau, et puis c'est très simple. Vous avez un code, et quand vous voulez réserver votre place, vous tapez le code, et la place est réservée. Voilà, donc c'est vrai que c'est assez facile et c'est ce que vous disiez. Maintenant, c'est plus du tout ringard d'aller voir, je trouve. D'aller voir un spectacle. Et donc ça aussi, vous vous rendez compte que les gens offrent de plus en plus ce genre de cadeaux. Beaucoup. Oui. Moi, je le fais aussi d'ailleurs. Pas que dans mon théâtre. Je trouve que c'est bien. Les cadeaux dématérialisés. Oui, puis c'est vrai que c'est aussi original. On offre une expérience quelque part. Alors à présent, je vais retrouver par téléphone un jeune humoriste. Il a 26 ans. Un fantôme. On va le retrouver bientôt. Hein. Il s'appelle Nathan Amidou. Il a 26 ans. Il est originaire d'Angers. Il a 26 ans, il s'appelle Nathan Amidou, il habite Angers, mais il a vécu les 10 premières années de sa vie dans le Jura, du côté de Dole, et ça lui a aussi donné de l'inspiration. Alors je suis en ligne avec lui pour en parler. Bonjour Nathan. Bonjour, merci de m'accueillir. Eh bien, merci à toi de m'avoir répondu pour participer à cette émission. Alors déjà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et puis nous expliquer à quel moment tu t'es lancé à 100% dans l'humour? Moi, je me suis lancé dans l'humour pendant mes études en janvier 2020, juste avant le Covid, avant le confinement. J'ai eu du pif. Et après, j'ai pas joué pendant un certain moment parce que tout était fermé. Quand tout a recommencé, j'ai continué mes études et en parallèle, je continuais à faire de l'humour, à monter sur scène. Et c'est en 2023 où j'ai vraiment tout stoppé pour vraiment me consacrer à l'humour. Depuis, je joue quasiment tous les soirs et depuis cette année, en 2024, là, j'arrive à vivre de mes blagues, à vivre des scènes que je fais un peu partout. Alors être devant un public, se dire qu'en plus il faut le faire rire, c'est vraiment un défi, une mise à nu. Comment toi est-ce que tu le vis? Qu'est-ce que tu ressens quand tu es sur scène? Mais c'est vrai que c'est super dur d'arriver devant des gens et d'avoir la contrainte de faire rire. Ça veut dire qu'on a la prétention d'être drôle, donc c'est un peu particulier à aborder. Mais comment je prépare tout ça, c'est un peu... je me dis, je viens, on est un peu comme on est dans mon salon, je vous raconte des histoires et puis et juste on se détend, on rigole et on peut rire de tout, on peut aborder tous les sujets, toutes les petites histoires et il y a des petits trucs marrants qui me sont arrivés, prenez-les ou non, des fois ça marche, des fois ça marche pas du tout, mais c'est ça, c'est plus regardez, j'ai des trucs à vous raconter, je pense que c'est un peu marrant et si vous acceptez, ça va être trop bien quoi. Donc c'est un peu comme ça que je le vois, on raconte des histoires comme si on était dans un salon en fin de soirée et on s'amuse quoi. Alors tu nous disais c'est un peu une discussion dans le salon, on aborde des sujets de la vie. Je le rappelle, tu n'habites plus dans la région mais tu es originaire de Franche-Comté, du Jura précisément. Déjà, quel souvenir tu gardes de ton enfance chez nous? Quel souvenir je garde? L'accent des gens. Parce que moi maintenant je vis à Angers et il n'y a plus du tout cet accent-là et quand j'appelle parfois des gens de ma famille ou des amis de mes parents, il y a ça que je retiens et dans mes souvenirs c'est ça. Et sinon c'est la bonne humeur des gens aussi. C'est que ça m'a pas mal marqué. Les gens sont très accueillants et toujours de bonne humeur, j'ai l'impression. Voilà. Est-ce que la Franche-Comté t'inspire dans tes spectacles? Oui, j'ai eu un moment où je voulais écrire sur la Franche-Comté, sur où j'ai grandi, etc. Donc oui, il y a eu un moment où j'avais des blagues sur ça. J'ai même posté un petit extrait sur mes réseaux sociaux. Mais pour l'instant, j'ai mis de côté parce que j'avais rien de très intéressant à développer. Mais je pense que à la fin, je me pencherai un peu plus dessus parce que je pense qu'il y a plein de choses à dire. Mes parents ont vécu pas mal de temps là-bas, donc ils ont aussi vécu des choses qui peuvent être intéressantes à développer dans un spectacle.
Parce que d'une manière générale, donc j'imagine que tu abordes plusieurs sujets, mais est-ce que tu as quand même un thème de prédilection dans tes spectacles? Oui, j'aborde énormément de sujets. Ça va être des sujets aussi de la vie quotidienne, des choses que je vais vivre avec des personnes que j'ai dans ma vie. Ça va être des choses que j'observe chez les gens. C'est aussi mon humour, c'est aussi basé sur l'observation. Mais il y a quand même un fil rouge dans mon spectacle qui est centré autour de la famille, l'évolution de comment est-ce qu'il faut faire un enfant dans le monde actuel dans lequel on est. Moi, je suis un homme de 26 ans en 2024 avec la société qui est dans un certain état, on va dire. Et je me pose des questions autour de ça, de qui j'étais, moi actuellement, et c'est quoi le futur. Est-ce qu'il faut faire un enfant? Comment il faut gérer une famille? Est-ce qu'il faut... c'est toutes ces questions-là, en tout cas, qui tournent autour de ça, quoi. Est-ce que tu trouves que c'est facile de se produire en région ou est-ce que, selon toi, il manque une place pour l'humour en dehors de Paris? Aujourd'hui, je dirais pas que c'est facile, mais c'est beaucoup plus accessible qu'auparavant parce que ça se développe énormément, le stand-up en France. Et il y a quasiment des soirées dans toutes les grosses villes de France. Donc si on se renseigne bien et qu'on arrive à avoir les contacts, on peut tenter en tout cas de jouer partout. Donc je dirais pas que c'est difficile. Avec le temps, ça va être de plus en plus simple parce que je pense que maintenant, chaque bar pourra créer une soirée stand-up, une soirée humour pour faire venir des humoristes et il y a toujours un public pour ça. Donc c'est de plus en plus simple en tout cas. Merci beaucoup Nathan Amidou. On peut te retrouver évidemment sur les réseaux sociaux en tapant ton nom simplement? C'est ça, en tapant mon nom Nathan Amidou sur Instagram, Facebook pour l'instant, voilà. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté de me répondre dans cette émission Focus. À bientôt. Merci à vous, à bientôt. Voilà l'humoriste Nathan Amidou. Et donc il disait qu'effectivement ça se développait, il y avait de plus en plus de scènes ouvertes. Et Edith, vous nous parlez de ce mercredi, c'est tous les derniers mercredis du mois? Oui, ça s'appelle le Comedy Show. Et on se succède 4 ou 5 humoristes, sur la scène. Donc des fois c'est leur première scène, ça arrive? Oui, tout à fait. Ouais. Alors il y a des humoristes vraiment confirmés, mais parfois il y a même des élèves de nos cours qui font une petite apparition. Voilà, donc ça leur permet de se lancer. Amida Sella, rebonjour. Rebonjour. Donc vous êtes le directeur du Cénacle à Besançon, le directeur d'NG Productions, organisateur, producteur, diffuseur de spectacles dans le Grand Est. Qu'est-ce qui vous a amené vers ce métier? Un peu par accident et par passion. C'est-à-dire que je suis originaire de Dole, dans le Jura, et j'organisais des soirées électro, soirées techno en tant que DJ. Et donc pris par la passion de l'organisation, j'avais mis ça dans un coin de ma tête en me disant peut-être qu'un jour j'en ferai ce métier. Et j'ai poursuivi des études dans l'immobilier. Et j'ai pas fait un burn-out, mais je me suis dit un matin, je suis plus du tout fait pour ce métier, ça me passionne plus du tout, et je vais me lancer dans ce qui me plaît vraiment beaucoup, c'est l'organisation de spectacles. Et j'ai donc commencé à organiser des spectacles en montant mon entreprise. Je me suis lancé comme ça, tout jeune, à 24 ans, et sans formation spécifique, de manière totalement inconsciente, insouciante. Et voilà, et donc j'ai commencé à organiser mes premiers spectacles qui ont été un fiasco financier, mais en insistant, en travaillant davantage, au bout de quelques années, ça a commencé à marcher. Aujourd'hui, ça se passe très bien. Et très rapidement, vous vous êtes dit que vous alliez programmer des spectacles d'humour? L'humour, c'est arrivé parmi mes premiers spectacles, les premiers artistes humoristes que j'ai programmés. Je me souviens, c'était Christophe Lévesque, il y avait également Jean-Luc Lemoyne, et puis on a suivi d'autres. À l'époque, quand je programmais des artistes, des humoristes, il faut savoir qu'il y en avait 50 fois moins qu'aujourd'hui, quoi. Ouais. Ça restait un style artistique. Je veux dire, il y avait une dizaine d'artistes qui tournaient, qui étaient connus, Franck Dubosc, Elie Moon, Gad Elmaleh, ces artistes-là, Muriel Robin, et ainsi de suite. Aujourd'hui, il y en a des centaines. Oui, c'est beaucoup plus facile en fait. On publie une vidéo sur les réseaux et c'est beaucoup plus accessible. Oui. Et donc vous nous avez dit un des premiers spectacles, il y avait la Madeleine Proust, vous l'avez contactée, elle vous a fait un beau cadeau d'accepter. Vous vous rappelez de ce spectacle-là, Lola? Oui, j'improvisais en Madeleine. J'ai jamais trop aimé sortir de mon décor, parce que la Madeleine, ça a toujours été un décor, mais ça m'est arrivé parfois d'accepter en Madeleine, d'aller improviser. Là, je pense que je présentais le spectacle. Oui. Tu as fait 20 minutes de spectacle en plus d'improvisation, c'était génial. Ah oui, je me souviens pas exactement, mais ça m'est arrivé de le faire.
oui, je me souviens très bien de Hamid, c'est un micropolis d'ailleurs, c'est une immense salle. Hein. C'était là qu'il y avait N'Gijol. Oui. Ah oui, il y avait un humoriste N'Gijol à l'époque, il était un peu obtus. Et puis il y avait eu une insulte qui était sortie de la salle, mais une insulte. Des fois, ça peut être une insulte pour rire, même si c'est pas drôle, genre retourne dans ton pays à un noir, quoi. Donc c'était pas drôle, mais c'était lancé aussi comme quelque chose de drôle, comme quand les gens crient à poil pendant un concert ou criaient, parce que peut-être que maintenant, voilà. Puis bon, il a fallu intervenir parce qu'il voulait plus sortir de scène. Il se rebellait, mais il a changé, lui. Bon, ça, en tout cas, ça vous laisse de beaux souvenirs. Bien sûr. Alors, je le redis juste avant qu'on poursuive et qu'on parle du festival Drôlement Bien, qui a un énorme succès, que la Madeleine Proust, Connie Lourdière, la nouvelle Madeleine Proust, mais Lola est toujours dans les parages, ça sera dimanche à Villers-le-Lac à 16h, et Lola, vous nous faites donc le plaisir à nos auditeurs de gagner 2 places. Donc soyez les premiers à appeler et vous repartez avec 2 places pour la Madeleine Proust passe le relais à 16h à Villers-le-Lac, c'est dimanche. Je redonne le numéro de téléphone 03 81 82 38 38. Voilà, n'hésitez pas à appeler pour remporter 2 places et pour aller voir ce beau spectacle. Alors Hamid est là donc avec NG Productions, donc vous vous êtes beaucoup développé ces dernières années. Rapidement, comment ça se passe quand vous programmez un humoriste au Cénacle ou ailleurs, hein? C'est vous qui démarchez? Absolument. Ça se passe dans cet ordre-là? Ça dépend. Aujourd'hui, il y a plusieurs... on peut trouver un artiste assez drôle, brillant, et contacter son producteur. Comme aujourd'hui nous sommes assez connus à l'échelle nationale, les producteurs nous ont identifiés comme des producteurs assez locaux, assez importants. On nous propose des artistes régulièrement. Donc j'achète des artistes que je découvre, et puis parfois on m'appelle en me disant tiens, il y a tel artiste qui est en tournée, ça serait bien de le programmer, pas forcément au Cénacle, mais généralement on les programme au Cursal, au Petit Cursal, au Grand Cursal, au Zénith de Dijon. On programme dans beaucoup de salles. C'est pas qu'à Besançon. Non, c'est pas mal à Besançon, mais c'est pas qu'à Besançon. Et ce qui est très drôle, c'est que les Byzantines et les Byzantins qui connaissent NG Productions nous connaissent comme la structure qui organise des spectacles à Besançon, qui fait beaucoup d'humoristes. Mais NG Productions, ce n'est pas que des humoristes. On programme beaucoup de concerts. Mais comme il n'y a pas de salle de concert digne de ce nom à Besançon, on programme beaucoup de concerts au Zénith de Dijon. Et donc les Dijonnais nous voient comme ceux qui organisent des concerts. Là-bas, c'est la boîte qui fait les gros concerts, et puis les Byzantins nous voient comme celle qui fait les humoristes. Voilà, et vous faites les deux. On fait les deux, ouais. Et en 2023, première édition du festival Drôlement Bien, donc qui a tout de suite, comme je le disais, très bien marché. C'était déjà dans les tuyaux depuis un moment de faire un festival d'humour à Besançon? Oui, j'y pensais, c'était dans un coin de ma tête, ça faisait 2-3 ans que j'y pensais, et puis il y a eu le déclenchement durant le Covid, où je me suis dit, bon, ça, c'est vrai que le Covid a apporté beaucoup de négatifs, mais aussi beaucoup de positifs. Et je me suis dit, en fait, c'est quand même dommage de ne plus se retrouver comme ça, et à l'issue de ce problème planétaire, ça serait bien qu'on se retrouve tous autour d'une fête et qu'on en rigole, quoi. Et je me suis dit, bon, il faut relancer ce festival du rire, mais si tu le lances, il faut qu'il soit totalement différent des autres. Et on a construit un festival qui est totalement différent des autres. Et pourquoi? Qu'est-ce qui fait la spécificité de Drôlement Bien? Déjà, j'aime pas le mot rire, hein. C'est-à-dire que quand j'ai monté le festival Drôlement Bien, je me suis dit, dans tous les cas de figure, quoi qu'il arrive, je ne veux pas le mot rire dans le titre. Parce que on a énormément de festivals qui dans leur titre ont le mot rire. Je sais pas, moi je prends n'importe quelle ville, vous mettez, je sais pas moi, Saint-Nazaire en rire, Limoges en rire, et ainsi de suite. Et j'aime pas, il y a un côté un peu déjà vu. Et puis, je voulais pas non plus faire comme tous les autres festivals, à savoir aligner 5 humoristes et puis terminer. Parce que ça, c'est pas un festival, je veux dire, on aligne 5 humoristes, bah voilà, c'est très bien, mais c'est tout. Moi, je voulais quelque chose de différent. Je voulais qu'on vienne rire, mais sous toutes ses formes. Parce que le rire, vous l'avez quand vous jouez à un jeu de société avec vos amis, vous allez rigoler. Quand vous allez voir un film, vous allez rigoler. Quand vous allez voir un spectacle d'improvisation, vous allez rigoler. Quand vous faites un escape game, vous allez rigoler. Et ainsi de suite. Donc je me suis dit, mais en fait, le rire, ce n'est pas que le stand-up, ce n'est pas que le spectacle vivant. On l'a sous toutes ses formes. Et donc on va créer un événement qui va être bien, qui va être drôlement bien. Et qui va regrouper toutes ces manières de rire. Toutes les formes du rire, à travers du cinéma, à travers de l'improvisation, à travers des jeux, à travers une grande enquête, à travers des moments en famille, ici et là, dans des activités qu'on va mettre en place gratuitement, qu'on a appelé les bonus, à travers du stand-up, et ainsi de suite. Et donc le public peut, à sa guise,
décidé de dire tiens, ce soir, parce qu'on peut très bien vivre le festival Drôlement Bien sans avoir vu un spectacle d'humour. On peut très bien dire, je vais aller voir tel spectacle d'improvisation, ensuite tel film, ensuite je peux faire tel escape game, je peux faire tel jeu de société, je peux faire telle visite de déambulation, je peux faire, et sans voir un spectacle d'humour. Comme on peut voir que des spectacles d'humour. En fait, on a laissé le choix au public de venir s'éclater pendant 4 jours, et ça a été un véritable succès dès la première édition. Oui, et dès la deuxième, vous êtes passé au plus gros festival d'humour de France. Oui. Vous vous attendiez à ça? Absolument pas, puisque la première édition, on pensait être dans les premiers festivals, dans les 10 premiers festivals. Il faut savoir qu'il y a à peu près 180 festivals d'humour en France qu'on a recensés. Et il y a une grande partie de festivals qui sont des petits festivals dans des petites villes. Mais sur les villes A, qu'on appelle les villes A, qui vont être Bordeaux, Toulouse, Strasbourg, Lille, Nantes, ainsi de suite. Si on considère que ce sont des villes A, on considère qu'il y a à peu près une trentaine de gros festivals. Et dès la première édition, on a été techniquement le premier festival d'humour de France, puisqu'on a programmé 12 000 personnes. On a eu 12 000 personnes en 4 jours. Et le premier festival de France, c'est Bordeaux. Il a fait 13 000 personnes, mais sur 8 jours. Leur festival dure 8 jours, ils ont fait 13 000 personnes. Nous, en 4 jours, on a fait 12 000 personnes. Donc techniquement, on est devant eux. Mais je ne m'arrêtais pas à ça. Je me suis dit, il faut quand même qu'on dépasse symboliquement ce festival, même si c'est un très beau festival, le festival de Bordeaux. Et dès la deuxième édition, on a fait 14 000 personnes en 4 jours. Et là, on attaque la troisième édition en janvier. Ouais. Et là, c'est pas moins de 18 000 personnes. Donc on a pris notre envol et on était là. Tel un aigle au-dessus de tout le monde. Ça veut dire qu'il y avait de la super com aussi. Le public a été au rendez-vous. On a un super public à Besançon, l'un des meilleurs publics de France. C'est ce que je dis souvent quand on programme des spectacles, nous, que ce soit à Belfort, à Montbéliard, à Dole, à Chalon-sur-Saône, à Dijon, à Reims, ainsi de suite. On a des bons publics. Mais je dis pas ça parce que je suis byzantin, et pourtant je suis daulois d'origine, mais je crois que le Dole c'est pas mal aussi, hein, mais je crois que le meilleur public que nous avons c'est à Besançon, et en témoignent les humoristes que nous avons programmés à plusieurs reprises, qui nous ont dit waouh la vache, j'étais à Lyon hier, là il y a une sacrée ambiance, une meilleure ambiance à Lyon, la semaine dernière j'étais à Strasbourg, et très souvent on nous dit ça. Et ils ne mentent pas, puisque pour certains humoristes, ce sont des copains, et ils me disent, mais c'est dingue, dans ta ville, le public, il est chaud. Et c'est vrai qu'on a un très très bon public à Besançon. Ouais. Les comédiens aussi nous disent ça. Ouais. C'est la mentalité franc-comtoise. Absolument. Voilà, c'est ça. De belles ambiances dans les salles. Ma foi. Exactement, ouais. Donc cette édition du 16 janvier au 19, du 16 au 19 janvier, ce sera la 3e édition de Drôlement Bien. Alors le programme, il est tellement, on peut rire sous toutes ses formes, vous le disiez, donc il faut aller le voir, ce programme, pour découvrir ce qui vous plaît. Il y a un site internet. Il y a un site internet, drôlementbien.fr, et j'insiste aussi sur quelque chose d'important. Il y a énormément de bonus, d'activités gratuites que nous mettons à disposition pour tous les publics, et c'est sur inscription. Et très souvent, on apprend mais je savais pas qu'il y avait ça, j'étais pas au courant. Donc j'incite les gens à regarder le site internet. Il y a les programmes, les plaquettes qu'on diffuse un peu partout. C'est un programme jaune. On a vu les 4x3 un peu partout. Si vous n'avez pas trouvé le programme, sur drôlementbien.fr, il y a plein d'activités qui sont gratuites, qui sont absolument géniales, hyper drôles. Et on a pensé ce festival pour vraiment tout le monde, les petits-enfants, les adultes, les papis, les mamies, tout le monde. Et c'est une très belle fête qui nous attend. Donc tout le monde y trouve son compte, et il y a aussi un volet social important, rapidement, mais vous faites en sorte que le public empêché puisse venir assister à des spectacles. Alors ça, c'est le point le plus important pour moi. J'aurais dû commencer par celui-là. C'est quand on a construit le festival, pour moi, l'idée, c'était que tout le monde puisse venir à ce festival, parce que ce qu'on défend, c'est l'accès à la culture pour toutes et tous. Et donc on a fait un gros travail avec les associations. Ma collaboratrice qui chapeaute le festival à mes côtés a fait un travail remarquable en faisant en sorte de rencontrer un maximum d'associations. Et aujourd'hui, ce n'est pas moins de 2500 places qu'on offre gratuitement au public dit empêché, même si j'aime pas trop ce mot, public qui n'a pas forcément les moyens ou financiers, ou psychologiques, ou physiques de sortir. Et grâce aux associations qui nous accompagnent, et grâce aussi à nos partenaires et aux collectivités qui nous permettent de financer un petit peu tout ça, on arrive aujourd'hui à déplacer des personnes. Et je terminerai sur une anecdote incroyable qui m'a glacé et qui m'a surpris. C'est que on avait une femme qui avait plus la garde de son enfant, qui avait 17 ans, qui lui était placé en foyer. Elle était dans une association également.
Et donc cette femme-là a retrouvé son fils dans le hall qu'elle n'avait pas vu depuis 4 ans. Et les deux avaient vu le même spectacle sans s'en rendre compte et ils se sont revus dans le hall. Et j'ai trouvé ça hyper émouvant. Voilà, et c'est sur cette très jolie anecdote qu'on va terminer cette édition. Drôlement bien, c'est donc du 16 au 19 janvier. Merci beaucoup Amida Sella, merci aussi à Lola Sémonin, la Madeleine Proust, et puis Edith Holzheimer. J'essaie de pas écorcher votre nom, directrice de la Comédie de Besançon. Merci à Nathan Amidou, Alexis Spitz à la réalisation. Très bonne journée à tous.